Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Démarrons au Zimbabwe, des scènes de liesse dans les rues d'Harare. Après la démission ce mardi, après 37 années de pouvoir, Robert Mugabe, âgé de 93 ans, il était en résidence surveillée après l'intervention de l'armée mercredi soir. La Côte d'Ivoire se classe 20e sur 54 pays en Afrique en matière de gouvernance globale, avec un score de 54,2 sur 100. Cela ressort de la 11e édition de l'indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique. 155 Ivoiriens en situation de détresse en Libye sont rentrés à Abidjan hier lundi. Une opération de retour volontaire des migrants dont nous parlerons tout à l'heure avec le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. La Société de développement des forêts Sodefort œuvre à la régénération du couvert forestier ivoirien. Depuis 1967, 8 chantiers sont en cours, dont la forêt classée de Yapo-Abé dans le département d'Agboville. Bienvenue dans le 20h. Démarrant au Zimbabwe, des scènes de liesse dans les rues d'Harare. Et pour cause, le président Robert Mugabe a remis sa lettre de démission au Parlement après 37 années de pouvoir. Âgé de 93 ans, il était en résidence surveillée depuis l'intervention de l'armée mercredi dernier. Alexis Ouedraogo. Une décision motivée par le désir d'assurer un transfert du pouvoir sans problème au Zimbabwe. C'est la raison émise pour la démission ce mardi de Robert Mugabe. Le président zimbabwéen a remis sa démission après 37 ans de pouvoir. L'annonce a été faite par le président de l'Assemblée nationale lors d'une session extraordinaire du Parlement à Harare. La réunion débattait de sa destitution. Moi, Robert Mugabe, remets formellement ma démission de président de la République du Zimbabwe avec effet immédiat. J'ai choisi volontairement de démissionner. Cette décision a été motivée par mon désir d'assurer un transfert du pouvoir sans problème, pacifique et non violent. L'annonce de la démission a été saluée dans la capitale. Depuis le coup de force de l'armée il y a une semaine provoqué par la révocation du vice-président Emmerson Mnangagwa, le président Mugabe avait perdu 1-1 ses soutiens. Robert Mugabe, héros de la guerre d'indépendance, était le plus vieux dirigeant en exercice de la planète. Avec un score de 54,2 sur 100, la Côte d'Ivoire se classe à 20e sur 54 pays en Afrique en matière de gouvernance globale. Cela ressort de la 11e édition de l'indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique, publié hier lundi au Sénégal. Ce score de la Côte d'Ivoire est supérieur à la moyenne africaine et aussi à la moyenne régionale pour l'Afrique de l'Ouest. 155 Ivoiriens en situation de détresse en Libye sont rentrés à Abidjan hier lundi. Une opération de retour volontaire des migrants, elle est organisée par le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations. Gabriel Zani. C'est la fin du calvaire pour ces migrants ivoiriens. La première vague des personnes vulnérables en Libye est arrivée à Abidjan. Les Libyens nous maltraitent et nous vendent, on nous kidnappent, la vérité. Il y a des gens même qui sont restés derrière. Si le gouvernement peut faire quelque chose, de la manière qu'ils sont allés nous chercher, nous allons les chercher immédiatement, même pas une semaine. 155 personnes, dont près de 80 femmes, souvent détenues dans des conditions inimaginables. Pour cette femme, ce retour relève du miracle. Les marchés de la Tunisie en Libye, par le désert, quand nous sommes entrés au désert, on nous a mis dans des coffres. Ils ont frappé d'autres personnes, ils ont tué d'autres dans le désert. On ne mangeait pas. On était livrés à nous-mêmes. C'est Dieu seul qui nous a sauvés. Jusqu'à ce que le gouvernement, en tout cas, il pense à nous pour nous envoyer des avions. On ne croyait même pas. En novembre 2015, puis en mars et avril 2017, le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur avait déjà procédé par 3 vols au rapatriement de 351 migrants en situation d'extrême précarité retenus contre leur gré en Libye. Il est important aujourd'hui de sortir de l'émotion et de comprendre que la responsabilité commande que, comme le fait la Côte d'Ivoire, comme le font beaucoup de pays de la sous-région, que nous continuons indubitablement à faire revenir nos ressortissants lorsqu'ils manifestent le désir de revenir en Côte d'Ivoire. Ces personnes bénéficieront d'un hébergement d'urgence et d'un appui financier symbolique.
Elles seront également inscrites dans un projet de réintégration dans le cadre du Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne, financé à travers l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Le gouvernement ivoirien n'a pas attendu les pires formes de traite humaine. Nous devons rapatrier et réintégrer environ 750 Ivoiriens en situation de détresse en Libye. Au total, ce sont environ près de 1300 Ivoiriens à travers les pays africains et particulièrement en Libye que nous avons rapatriés depuis 3 ans. Pour l'heure, les efforts du gouvernement se poursuivent en Libye pour protéger les migrants ivoiriens et organiser leur retour volontaire malgré le contexte sécuritaire tendu en Libye. Sur ce sujet particulièrement sensible et important, nous recevons le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, M. Siaka Konaté. Bonsoir. Bonsoir. Alors, parmi ces 155 Ivoiriens qui sont rentrés hier, est-ce que certains ont été victimes de traitements inhumains en Libye? Alors, c'est sûr que la question de la migration, de la migration irrégulière entraîne forcément des abus. Beaucoup de migrants ont été victimes de cela. Pour l'instant, nous avons commencé le profilage. Beaucoup ont expliqué les violences corporelles, ont pu montrer certaines violences corporelles. Mais en ce qui concerne tous les détails de ces différents abus dont ils ont pu être victimes, lorsque nous allons finir le profilage dans les jours à venir, nous pourrons donner une image définitive de ces personnes qui sont revenues dans des conditions extrêmement difficiles en Côte d'Ivoire. En attendant déjà, qu'est-ce qui est fait pour leur prise en charge sociale mais aussi psychologique? Alors nous avons une excellente organisation parce que n'oubliez pas que la question de la migration est une question transversale. Ce n'est pas seulement au niveau du gouvernement, c'est aussi au niveau des partenaires internationaux, dont l'Organisation internationale pour les migrations, mais aussi au niveau de tous les ministères. C'est un accompagnement psychosocial dans un premier temps, un hébergement de quelques jours pour permettre que la période de profilage puisse s'installer et puis aussi discuter avec toutes ces personnes qui ont été victimes d'abus. N'oubliez pas que nous avions hier 89 femmes à bord, dont 19 étaient enceintes, 10 pour plus de 5 mois. C'est des conditions extrêmement difficiles. Lorsque nous allons finir ce profilage, il y avait des psychologues à l'aéroport. Nous allons poursuivre ce travail avec ces personnes, à recueillir différentes informations et puis ces informations nous permettent de faire un rapport complet. Alors vous parlez de profilage en cours, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Le profilage des migrants de retour, c'est un travail qui s'est fait avec tous les ministères concernés, notamment le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère de la Solidarité, et bien entendu le ministère de l'Intégration avec les partenaires, l'Organisation internationale pour les migrations. Il s'agit de voir pourquoi les personnes sont parties, d'où est-ce qu'elles sont parties, quel était leur niveau universitaire ou bien leur niveau scolaire, on va dire, quelles sont les raisons de retour, est-ce qu'elles ont connu des difficultés, bien entendu, lorsqu'elles étaient en Libye. Et puis, toutes ces différentes informations nous permettent de dresser une carte des départs de la Côte d'Ivoire et d'adresser la stratégie de sensibilisation du gouvernement sur les zones d'où les gens partent et puis adapter à chaque fois le message qu'on porte aux populations. D'accord. Alors, comment est-ce que s'organise un rapatriement comme on vient de le voir tout à l'heure? 500 arrivées étaient annoncées, 155 sont rentrés. Le vol avait été reporté une fois. Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer pour ce genre d'opération? La Libye, vous connaissez la situation en Libye, c'est une situation extrêmement délicate, une situation sécuritaire qui exige que beaucoup de prudence puisse être développée, notamment dans la sécurisation de l'aéroport. Hier, nous avons eu des difficultés particulières parce qu'il a fallu trouver un petit porteur qui est parti de l'aéroport de Zouara, faire 3 rotations vers l'aéroport de Mitiga pour ensuite mettre tous ces 155 personnes à bord et les faire revenir en Côte d'Ivoire. Généralement, lorsque nous sommes saisis, il faut repartir l'ambassade de Côte d'Ivoire, bien que délocalisée en Tunisie, à des petites équipes sur le terrain avec l'Organisation internationale pour les migrations. Ils font le tour des différentes prisons et souvent même des prisons privées et ils essaient d'identifier ces personnes qui ont perdu tout document d'identité. Ils prennent des photos, ils prennent les dates de naissance, ils renvoient des données au ministère de l'Intérieur qui procède à des vérifications, vous savez, dans un contexte sécuritaire tendu et qui envoie ensuite ces différentes informations et c'est ensuite que les laissez-passer sont émis et après les laissez-passer, le gouvernement introduit une communication, le ministre Ali Koulibaly introduit une communication en conseil des ministres qui validée, ensuite l'opération de rapatriement peut suivre son cours. Alors on parle de retour volontaire, c'est bien clair. Est-ce que vous tombez sur des cas d'Ivoiriens dans des situations précaires mais qui ne veulent pas rentrer? Ah oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'Ivoiriens dans des situations précaires
contraire, qui décident de ne pas revenir. C'est leur choix. Nous ne sommes pas dans une logique où nous obligeons les personnes à revenir en Côte d'Ivoire. Je le dis assez souvent, l'expatriation est et demeure volontaire. On part parce qu'on veut, on revient quand on veut, et il est important que l'État apporte son assistance. Nous, on sort du jugement. Ce qu'on veut, c'est sortir des émotions et apporter une réponse adaptée à chaque fois que les Ivoiriens se retrouvent dans le monde en situation de détresse. Et ce sont des opérations qui ont commencé, je rappelle, depuis la guerre en Centrafrique en 2013, où il y avait eu un vol spécial pour les Ivoiriens. Ensuite, il y a eu la première vague de Libye en 2015. Aujourd'hui, c'est plus de 1279 Ivoiriens qui sont revenus en Côte d'Ivoire, pour certains des Philippines. Qui sont revenus. Alors, est-ce qu'on sait combien d'Ivoiriens sont en Libye à ce jour? Alors, j'ai vu promener quelques chiffres qu'on attribue à l'OIM, qui ne sont pas de l'OIM, qui sont d'une organisation qui travaille souvent avec l'OIM, mais qui n'est pas connectée à l'OIM, il faut le reconnaître. Il est difficile, mais l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Libye, son Excellence M. Tiamou Kodou, dans les premiers profilages au niveau des prisons, avait fait état de 595 personnes. C'est sur cette base qu'une communication avait été introduite par le ministre Ali Koulibaly, afin que le Conseil des ministres puisse valider le retour de ces 595 personnes. Mais depuis lors, ce profilage se poursuit. Il continue les tours des différentes prisons, et c'est sûr que ce chiffre va légèrement évoluer. Nous attendons ces nouvelles dispositions et que nous puissions voir après, en informant le gouvernement sur, bien entendu, le ministre informera le gouvernement pour voir les décisions à prendre s'il s'avère qu'il y a plus que ce qui avait été annoncé. D'accord, vous avez parlé de la procédure d'identification, de comment est-ce que s'organise le retour sur place, mais quelles sont les politiques qui sont mises en œuvre pour retenir la jeunesse ivoirienne, pour empêcher ces jeunes-là de prendre ce chemin? Écoutez, moi je me rappelle qu'avec vous, j'avais développé beaucoup de sujets sur ce plateau, sur la question, il y a quelques années. La question de la migration ne date pas d'aujourd'hui. Il faut comprendre que la Libye s'effondre après 2011, qu'il y avait plus d'1 million de personnes d'origine subsaharienne qui ont dû chercher un refuge après l'effondrement de la Libye. Et l'État continue les politiques, c'est des politiques de sensibilisation, c'est 17 localités parcourues, c'est 5000 km quand même au compteur, c'est toutes ces villes de l'intérieur qui ont pratiquement été couvertes par les sensibilisations. Il y a même une sensibilisation à partir de cette fin de semaine à Korogo. Ce sont des politiques qui se poursuivent. Et qui sont toujours en œuvre. Voilà, merci à vous. On ne pourra pas tout dire ce soir, mais on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont entreprises. Merci à vous, M. Isiaka Konaté, directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Merci encore. Et face à ces révélations de traitements inhumains subis par les migrants en Libye, le ministère des Affaires étrangères de l'État libyen a réagi. Il condamne ces actes et informe que des enquêtes sont ouvertes afin d'établir les faits et prendre des sanctions contre les auteurs de ces violations graves des droits de l'homme. Herman Guivé. Devant l'émotion et la colère consécutives à la diffusion d'images vidéo présentant des migrants en cage, vendus comme esclaves, le gouvernement d'Union nationale de Libye sort de sa réserve. Des images qui, en un quart de tour, ont fait le tour du monde à travers une vidéo diffusée sur le site de l'agence de presse libyenne www.libyan-cna.net. Le gouvernement d'Union nationale libyen condamne ce genre de pratique et informe que des enquêtes sont ouvertes à cet effet. Le ministère des Affaires étrangères exprime son refus catégorique et condamne fermement ce genre de pratiques inhumaines, contraires à la culture et aux valeurs du peuple libyen, tout en confirmant que les informations qui sont diffusées à cet effet dans les masses médias sont l'objet d'enquêtes ouvertes par les instances libyennes compétentes. Et si la vérité de ces prétentions est confirmée, les auteurs et les complices seront poursuivis et punis. Le ministère des Affaires étrangères rappelle que la Libye avait depuis de longues années interpellé sur la nécessité de la mise en place d'une politique efficace en vue de pallier ce phénomène en apportant assistance dans la mise en place des institutions fortes de développement des projets, des politiques de développement durable dans les pays de départ à l'immigration clandestine, au trafic humain, conformément à la déclaration commune Afrique-Union européenne de l'année 2006.
Un point de vue exprimé au cours d'une rencontre avec le groupe africain du corps diplomatique résident en Libye, qui pour sa part se félicite de la position adoptée par les autorités libyennes et leur engagement à tout mettre en œuvre pour mettre fin à ces pratiques d'un autre siècle. La Libye demande à tous ses partenaires et amis au niveau régional et international une coopération positive et constructive en vue d'un meilleur traitement de cette question négative de l'immigration, tout en faisant preuve de responsabilité, de sagesse et de courage. Poursuivons avec un communiqué de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Gabon. L'ex-chef d'état-major de l'armée, général d'armée Philippe Mangou, il revient de façon récurrente qu'au cours de mon témoignage à la CPI, j'aurais tenu des propos faisant allusion à la prise en compte des ex-FAFN dans le paiement des primes aux soldats dans la période de 2005 à 2009. Ceux-ci, se fondant sur ces prétendus propos, réclameraient le droit au paiement d'éventuelles primes couvrant la période sus-indiquée. Je m'inscris en faux contre ces allégations. Au cours de mon audition, je n'ai jamais tenu de tels propos. D'ailleurs, mon intervention à la CPI a été entièrement enregistrée et est disponible pour toute vérification. Je saisis cette occasion pour inviter l'ensemble de nos soldats à s'inscrire dans le processus de réconciliation en cours dans notre pays et à demeurer vigilants face à d'éventuelles manipulations. Et c'est signé Philippe Mangou, général de corps d'armée, ex-chef d'état-major des armées. Journée internationale de la télévision ce 21 novembre. En Côte d'Ivoire, on parle de la migration vers la TNT, la télévision numérique terrestre. Un projet porté par le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. Il devrait très bientôt entrer dans sa phase de déploiement. Lansine Ouattara, Herman Guivet. Derrière les murs de cette bâtisse, à Abidjan, les choses bougent pour un accès à une technologie au niveau de la télévision. Depuis des années, le gouvernement ivoirien travaille à mettre à disposition du public la TNT, la télévision numérique terrestre. Dans cette définition de télévision numérique terrestre, il y a la notion de télévision, il y a la notion de numérique et il y a la notion de terrestre. Donc télévision, nous savons tous ce que c'est. Numérique, c'est que contrairement à l'ancien système qui était analogique, maintenant nous changeons de processus de diffusion. Et terrestre, parce que nous recevons le signal de la télévision par voie terrestre, contrairement au câble par exemple, ou contrairement aux satellites que les gens connaissent bien. Si le comité national en charge du passage à la TNT s'active encore plus pour concrétiser ce projet, après la phase pilote réussie, c'est qu'il y a de nombreux avantages. C'est d'abord la qualité de l'image et du son, mais c'est aussi la diversité. Parce qu'en Côte d'Ivoire, en même temps que nous mettons en place le phénomène de numérisation, nous mettons aussi en place de façon concomitante le phénomène de libéralisation. Donc, le téléspectateur ivoirien aura donc à sa disposition plus de chaînes. Déjà, avec ces nouvelles chaînes, c'est, on va dire, presque mécaniquement, c'est plus de... Parlons environnement, la Société de développement des forêts Sodefort œuvre à la régénération du couvert forestier ivoirien. Depuis 1967, ce sont 8 chantiers qui sont en cours, dont la forêt classée de Yapo-Abé dans le département d'Agboville. Zoom sur la régénération du verger ivoirien. C'est un dossier signé Justine Jiquet. La forêt ivoirienne, c'est 234 forêts classées d'une superficie de plus de 4 millions d'hectares, les parcs nationaux et le domaine rural, le tout d'une superficie de 16 millions d'hectares en 1960. 57 ans après, selon des estimations, le couvert forestier ivoirien n'est plus que de 2 millions d'hectares. La régénérescence du verger ivoirien s'impose alors à la Côte d'Ivoire, pays dont la croissance économique repose essentiellement sur l'agriculture. La régénération de la forêt ivoirienne, c'est la reconstitution naturelle, le reboisement mécanisé et l'aménagement de l'ensemble des forêts classées. Ce à quoi s'attelle la Société de développement des forêts Sodefort depuis 1967 et 1992. Au nombre des 8 premiers chantiers de reboisement démarrés en 1967, le chantier de Yapo-Abé dans le département d'Agboville, où une parcelle d'expérimentation de 66 essences de bois du Centre national de recherche agronomique CNRA participe du reboisement. C'est une parcelle de 30 hectares
sur laquelle il a été réalisé un reboisement en peuplement naturel de 60 espèces. Les 60 espèces sont réparties par parcelles. Et l'objectif, c'est d'étudier le comportement de ces espèces en peuplement, en plantation, ce qui sert et pourra toujours servir de base au reboisement de ces espèces-là à grande échelle. La forêt de Yapa AB, après son classement, couvre une superficie de 26 236 hectares. Il y a eu quand même le passage des opérateurs de la filière bois qui mènent des activités de reboisement, de compensation. Et même nous-mêmes, en tant que forestiers au niveau de la Sud-Fort, nous menons aussi des activités d'enrichissement. Même pour cette année 2017, sur l'axe Abidjan-Azopé, nous avons fait une opération d'enrichissement d'environ 5 hectares de reboisement. Tout commence dans les 3 centres de production de pépinières de la forêt classée de Téné, dans la sous-préfecture d'Oumé. Les plants produits avec minutie dans ces centres servent au reboisement sur toute l'étendue du territoire national. Chaque année, près de 2 millions de plants sortent de ce parc à pied-mer. Le bouturage nous permet de produire des plants en grande quantité pour pouvoir réaliser nos reboisements sans que nous ayons un problème, en tout cas de disponibilité en plants. La forêt classée de Téné, il faut dire, depuis 1972, a connu un reboisement intensif. Nous avons, pour une superficie de 29 700 hectares, elle est reboisée à 22 560 hectares. Et elle est reboisée à 12 000 hectares de teck. Et donc, nous sommes ici sur une parcelle de régénération. Voilà, la parcelle a été plantée en 1972. Et donc, cette parcelle a fait l'objet de coupes en 1999. Et après 1999, elle a été reconduite en régénération à partir des années 2000. En plus de ce dispositif, des parcelles conservatoires de teck sont en réserve au cas où les plants servant au bouturage étaient amenés à disparaître. Ce sont 5 parcelles semencières. La reconstitution naturelle nécessite le reboisement des essences locales, telles le fromager, l'iroko, l'acajou et des essences alimentaires, d'où la création du centre de bouturage de la forêt classée de Sangoué à Oumé. L'iroko avait des problèmes à son jeune âge. Il est attaqué par un parasite qu'on appelle le Phytolima lata. Il déforme l'iroko et parfois même il le tue aussi. Donc c'est dans ce cadre-là que les pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Ghana s'étaient réunis et ont décidé de mettre en place ce projet. C'est ici qu'on a produit les plants. On a produit près de 10 000 plants d'iroko pour mettre en place environ 100 hectares d'iroko. Aujourd'hui, nous avons au centre, dans la forêt de Sangoué, une plantation de 65 hectares d'iroko. Cette parcelle n'existe nulle part au monde. Et quand le projet a pris fin, la Côte d'Ivoire a pris la relève. Mais si on a réussi à mettre en place des boutures d'iroko, et pourquoi ne pas essayer les essences locales aussi? Donc c'est dans ce cadre-là que nous avions commencé aussi par l'acajou, la samela, le vène, la mazakoué, que nous avions fait des parcs à bois. Et ces parcs à bois, aujourd'hui, nous permettent de produire des boutures de ces plants-là, de ces essences-là aussi. Ce centre a permis la réalisation d'un projet pilote de planting de 200 pieds de fromager sur une superficie d'1 hectare depuis 2015, projet qui devra s'étendre aux zones forestières en vue de la préservation de ces essences et de la reconstitution de ces forêts. Une autre forme de reboisement expérimentée sur le chantier de Sangoué, c'est le système Tangia, qui consiste à associer les cultures vivrières ou pérennes aux plans forestiers. Après le défrichement, on est rentré en contact avec les paysans qui sont en quête de terres cultivables. C'est ceux-là, en général, qui dégradent la forêt. Donc, au lieu de les laisser aller dégrader les lambeaux de forêt qui sont ailleurs, on leur a demandé de venir s'associer à nous pour pouvoir nous aider à faire ce travail. Et ça nous permet de contribuer au développement de la forêt et à la conservation, à la protection de la forêt. Depuis 1966, la création et la gestion de plantations forestières par la Sodefort lui permettent de reboiser 5000 hectares de superficie par an, œuvrant ici pour la reconstitution du verger ivoirien.
Comment trouver des stratégies pour une bonne production dans le secteur des semences et aussi établir un guide des opérations semencières? L'Organisation internationale sur les semences, chargée du programme semencier de l'Union africaine, a organisé une rencontre pour répondre à ces questions. Chris Diomondé et Franck Quadio. La sémence, elle compte pour 30% de la productivité agricole. Aujourd'hui, elle est confrontée à plusieurs difficultés, entre autres le stockage et la conservation. Pour cela, un atelier international s'est tenu à Abidjan avec plusieurs experts en semences venus de différents pays en vue de trouver des stratégies pour contribuer à la sécurité alimentaire, puis promouvoir le développement durable dans le secteur sémencier. Il faut une politique nationale sémencière bien nette. Il faut aussi que le secteur privé s'y intéresse. Il faut qu'on éduque nos paysans, nos producteurs à utiliser de la bonne sémence. C'est toute une stratégie assez intégrée à plusieurs composantes qui peut permettre vraiment de développer de manière durable ce secteur. Pour ces experts, cette rencontre va permettre de redynamiser le secteur. Je pense qu'avec les thèmes, les sujets qui sont au cœur de cet atelier, nous pourrons en tout cas créer un impact positif dans l'industrie. Nous allons rendre compte d'abord du travail qui a été fait aux autorités du ministère en charge de l'agriculture. Ensuite, nous allons partager le résultat de ces travaux avec tous les acteurs publics concernés et les acteurs du secteur privé des semences. À l'issue de cette rencontre, un document servira de boussole. Il sera élaboré pour permettre aux différents pays de renforcer leur système d'approvisionnement de semences de qualité ainsi que les mécanismes de réglementation sémencière. La conférence des partis COP23, tenue du 6 au 17 novembre à Bonn en Allemagne, a été l'occasion pour les pays représentés de se prononcer sur la lutte contre les changements climatiques. La Côte d'Ivoire a réaffirmé son engagement à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Grace Kando. Lors de la rencontre de haut niveau, durant les travaux de la conférence des partis COP23, la ministre Anne-Désirée Ouloto a fait une déclaration au nom du président de la République de Côte d'Ivoire sur les engagements du pays à réduire de 28% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Une telle ambition nécessite la contribution de toutes les intelligences. Aussi, importe-t-il de prendre en compte nos priorités respectives qui devront figurer en bonne place dans la déclaration finale, notamment les questions de financement et de transfert des technologies de résilience au changement climatique, ainsi que celles relatives au renforcement des capacités. Selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, la Côte d'Ivoire tiendra ses engagements pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Par conséquent, elle demande aux pays développés de l'accompagner à travers le Fonds vert pour le climat, qui est un mécanisme financier de l'Organisation des Nations Unies destiné à soutenir les actions des pays en développement contre le réchauffement climatique. Ici en Côte d'Ivoire, la 3e édition des Journées de l'entrepreneuriat féminin de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI. Cette année, il a été question de la représentativité de la femme, et cela dans les secteurs stratégiques. Justine Sedjike. Les femmes sont peu représentées dans le secteur privé formel parce que souvent confrontées à plusieurs difficultés, notamment une éducation entrepreneuriale insuffisante et le manque de moyens financiers. Depuis 3 ans, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, a décidé de changer la donne en initiant les journées de l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, on n'a pas de données fiables pour quantifier le nombre de femmes entrepreneurs exerçant sur le territoire ivoirien. C'est justement pour cette raison que nous avons sollicité nos bailleurs, nos partenaires au développement, à ce qu'ils nous accompagnent sur notre projet de recensement des femmes chefs d'entreprise, que ce soit dans le secteur formel et informel, pour que justement on puisse savoir en Côte d'Ivoire que valent les femmes entrepreneurs, quel est l'impact réel sur l'économie nationale.
Cette année, l'accent a été mis sur les innovations en matière de financement de projets, la représentativité des femmes dans les secteurs stratégiques tels que définis par les plans de développement des pays africains. Femmes entrepreneurs, mettez-vous ensemble, mettez-vous en réseau. Soyez des mentors pour d'autres femmes. Par la formation, par le renforcement des capacités, vous serez performantes et présentes dans tous les secteurs, y compris les secteurs dits stratégiques. Cette troisième édition des Journées de l'entrepreneuriat féminin JEF a été lancée à Bouaké et fait suite à la conférence sur l'émergence de l'Afrique recommandant le financement de l'entrepreneuriat féminin africain. 500 personnes bénéficient depuis hier lundi d'une opération de soins gratuits de la cataracte. Des ONG ivoiriennes et tunisiennes, en collaboration avec le ministère de la Santé, offrent des interventions chirurgicales. Cela se passe à l'hôpital général d'Adjamé et l'opération va se poursuivre jusqu'au dimanche prochain. C'est tout pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur RTI 1 et à très bientôt.